la maîtrise des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Ce sont des exigences actuelles dans le monde stressé et stressant de nos sociétés. Nous connaissons tous la dépression, nous entendons de plus en plus parler de burn-out, cette maladie liée au milieu professionnel qui touche pour chacun de nous au moins une personne de son entourage. Nous accueillons un spécialiste, le docteur Bertrand Anthony, qui va nous délivrer une approche un peu déroutante, qui va nous permettre de porter notre réflexion, nous, en tant que professionnels de santé, une réflexion, nous a-t-il dit, positive, sur la qualité de vie au travail. Dr Bertrand Anthony est chirurgien dentiste de formation de la société Albedo 7, qui est spécialisée en formation et coaching sur le burn-out. Vous avez 20 minutes. Merci. Bonjour, je suis donc le docteur Anthony. Et je suis ravi de partager ces 2 jours avec vous pour cette 6e rencontre des personnels de santé. Je remercie le docteur Gaillet de m'avoir invité. Et le sujet de ma conférence, comme on vous l'a dit à l'instant, c'est le burn-out. Et mon objectif dans cette conférence, c'est de vous transmettre 3 clés pour ne pas tomber dans le burn-out, si vous êtes un peu timide, ou bien pour en sortir pour ceux qui y sont. J'espère également vous faire passer un bon moment parce qu'il y a beaucoup de sujets très intéressants, mais somme toute assez ardus. Alors, le burn-out, la plupart d'entre vous, vous êtes tous médecins, cadres de santé, directeurs d'hôpitaux. Moi-même, j'ai été, comme on vous l'a dit à l'instant, chirurgien dentiste pendant près de 25 ans et j'ai subi un burn-out. Et c'est pour cela que ce sujet m'intéresse particulièrement et je voudrais vous faire partager ma vision du burn-out qui diffère quelque peu de celle que vous recevez habituellement dans les magazines, les revues, et les reportages télévisés. Alors, le burn-out, en fait, c'est un mal de civilisation. Mais je voudrais dire que c'est la civilisation qui a mal et qui va mal. Et c'est la conséquence qui est le burn-out. Mais c'est également une pathologie des soignants, telle que nous le verrons. La première fois, le burn-out était décrit spécifiquement pour des métiers d'aide des soignants. Aujourd'hui, on parle du burn-out dans tous les domaines. Ce n'était pas le cas au départ, historiquement parlant. Quelques chiffres juste rapidement pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est dans les statistiques actuelles. 22% des cadres qui sont en signe d'épuisement, 15% sont en signe de cynisme. Il y a un camembert assez intéressant ici, et on voit c'est surtout les agriculteurs qui sont touchés à 23%. Ce qui m'étonne dans ce camembert, on ne parle pas des professionnels de santé, alors qu'on a 40% de taux de burn-out chez les professionnels de santé. Il y a quand même 14% des causes de décès des médecins libéraux en activité qui sont le suicide. C'est énorme. Puisque, quelque part, ce qui est dérangeant, c'est que le médecin, il est là pour donner la vie et il se donne la mort. Il y a un contraste là. 47% des médecins libéraux présentent des signes de burn-out, 53% des médecins libéraux se sentent menacés. Ces différents chiffres qui sont liés à différentes études, qui prennent différents facteurs en compte, alors il y a des petites variations. L'origine du concept, on pense aujourd'hui que le burn-out c'est quelque chose de très récent, qui s'est développé, alors que, originellement, le burn-out a été décrit il y a 50 ans. En effet, Graham Greene est un auteur qui a écrit un livre, Burnout Case, où il raconte l'histoire d'un architecte, John Kerry, qui, au sommet de sa gloire, à 50 ans, avait le succès, dans tous les domaines, s'est brutalement senti complètement envahi par une immense dépression. Il n'a plus envie de rien. Et donc, il a raconté cette histoire. Cet homme est alors allé au Congo, dans un camp de lépreux, et il s'est dit « je vais lui donner du sens à ma vie, je vais m'occuper des lépreux ». Malheureusement, là-bas, son burn-out a continué. Et le médecin du camp a fait une analogie assez intéressante avec les lépreux, puisqu'il décrit que la maladie des lépreux, à un moment donné, les lépreux perdent leurs extrémités, leurs orteils et leurs doigts. Et lorsqu'ils les perdent, ces extrémités, leurs orteils et leurs doigts, ils sont guéris. Et on appelle ça un burn-out case. C'est exactement la symbolique du burn-out. Le burn-out brûle à l'intérieur de nous tout ce qui n'est pas de nous, tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce dont on n'a pas envie. Et lorsqu'on a brûlé tout ça, on est guéri. Graham Greene dit que le burn-out, c'est le premier signe de guérison. Freudenberger, en 1974, est un psychologue américain d'origine allemande qui est le premier à avoir décrit le burn-out d'une façon symptomatologique et clinique telle qu'elle l'est encore aujourd'hui. Il avait monté des cliniques qui étaient des cliniques ouvertes aux toxicomanes.
Et il s'est rendu compte au bout de quelques mois que lui-même et ses collaborateurs étaient pris soudain d'une lassitude. Ils étaient dans une relation difficile avec les toxicomanes, même du cynisme et de l'agressivité. Et ça l'a interpellé, il était psychologue, il se dit quand même, qu'est-ce qui se passe là? Je suis là pour aider les gens et je les agresse. Et donc c'est lui le premier qui a vraiment défini le burn-out en écrivant ce livre, L'épuisement professionnel. Le burn-out, c'est quand la vie ne tient plus qu'à un fil. Mais la vision que je vous propose, et si c'était le chemin du bonheur? Je suis passé par là. Le burn-out, en fait, c'est un déni de soi au profit du travail. Les gens dans le burn-out, il n'y a que le travail dans leur vie. Il n'y a que le travail dans leur vie. Un déni de soi, mais aussi de son identité, de qui on est. Et c'est ça qui est un des symptômes graves du burn-out. Ce qui aboutit à une dépersonnalisation envers les autres, relations difficiles, et envers soi-même, perte d'identité. Mais le burn-out pourrait aussi être justement un retour vers soi. Ça pourrait être un retour vers ses valeurs. Et ça pourrait également être un retour vers son identité, vers qui on est. Les 3 symptômes du burn-out tels qu'ils ont été décrits par Freudenberger. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel. Le deuxième, c'est la dépersonnalisation. Le troisième, c'est l'incompétence. Les 3 forment une sorte d'entonnoir qui nous conduit directement au burn-out. Et les 3 sont liés et s'entretiennent les uns les autres. L'épuisement émotionnel, de quoi vient-il? L'épuisement émotionnel, en fait, est une des caractéristiques du burn-out parce que les gens victimes du burn-out sont toujours des perfectionnistes. Ce sont des perfectionnistes qui, au départ de leur carrière, ont un idéal surdimensionné. Ils arrivent dans un métier, quel qu'il soit, ils sont persuadés, convaincus qu'ils vont tout révolutionner, tout changer. C'est dans leur nature. Et ce qu'il se produit, c'est qu'au bout de quelque temps, il y a un décalage entre leur idéal et la réalité du terrain. Et ce décalage, c'est en quelque sorte le premier pas vers le burn-out. Ensuite, le burn-out, et c'est là ce que je voulais dire par rapport aux professionnels de santé et les métiers d'aide, il y a une charge psychologique très importante dans les métiers d'aide, et les professionnels de santé en particulier, qui reçoivent sans arrêt toute la journée que des informations difficiles. Rarement les patients viennent vous voir pour vous raconter combien ils vont bien, combien ils sont heureux, combien la vie est belle. Et cela produit une charge psychologique. Et ils encaissent et ils encaissent. Et ils aimeraient aussi de temps en temps dire en tant que médecin, mais moi aussi j'en peux plus. Moi aussi j'en ai marre. Ils ne peuvent pas. Et la difficulté des médecins, c'est alors d'établir une distanciation saine, qui est indispensable en termes de protection, préservation de soi. Et ça, ils n'y arrivent pas. Et on arrive à une dépersonnalisation. La distance devient excessive, ce qui amène à la déshumanisation des relations. Caricaturalement, c'est la prostate de la 15. L'infarctus de la 14, l'AVC de la 22. Ça va jusqu'au cynisme en mettant des blagues un peu douteuses parfois sur des patients. On appelle ça le John Wayne syndrome. Certains d'entre vous, les plus âgés, ont connu cet homme, le cow-boy sans cœur et sans reproche, qui passe à travers les steppes, du haut de son cheval, qui regarde la misère à ses pieds. Le sentiment d'incompétence se développe tout simplement parce que nous avons affaire à des perfectionnistes. Ils ont des résultats médiocres, parce qu'ils n'y arrivent plus. Ça leur aboutit à une insatisfaction, et ça amène le doute, et un sentiment d'incompétence. Et la difficulté là-dedans, c'est que comme ce sont des perfectionnistes, au lieu de s'arrêter, au lieu de se poser des questions, on en refait davantage, c'est de ma faute, c'est que j'en fais pas assez. Et on entraîne et on développe encore davantage l'épuisement. Ces trois sentiments qui provoquent l'incompétence, effectivement, s'entretiennent les uns les autres. Freudenberger a posé une équation très intéressante où il dit qu'en fait, les résultats dans le burn-out sont inversement proportionnels aux efforts. C'est assez intéressant. Il propose 3 façons de résoudre cette équation. La première, c'est le déni. C'est le cas de beaucoup de médecins, on en reparlera tout à l'heure. Non, pas moi, ça ne m'arrive pas. D'autant plus que, je le répète, ce sont des perfectionnistes. Un perfectionniste, admettre qu'il est en faiblesse et dans l'erreur, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Le déni. Donc, le déni, c'est aussi la fuite. Première réaction dans le stress. Je me barre, je pars ailleurs, je quitte mon métier, etc. On reproduira le burn-out ailleurs si on n'a pas traité les réelles causes du burn-out. La deuxième façon d'équilibrer cette équation, c'est diminuer les efforts. C'est assez satisfaisant, très rapidement. Parce qu'en diminuant les efforts, on est un peu moins fatigué, on se sent mieux, on a plus de temps. L'inconvénient de ça, c'est que, je le répète, j'ai affaire à des perfectionnistes. Diminuer les efforts, c'est diminuer les résultats. Ça ne va pas, ça ne marchera pas. L'autre façon, c'est d'augmenter les résultats. Comment est-ce qu'on peut augmenter les résultats? Par une méthode assez simple, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est de 2 types, elle est externe ou interne. Externe, elle nous vient de l'extérieur des autres.
Quand on est en burn-out, on a beaucoup de reconnaissance externe parce que l'on est en conflit la plupart du temps avec les autres. Mais la reconnaissance interne, personne ne nous empêche d'y agir. Reconnaissance interne, c'est reconnaître qu'on travaille beaucoup, reconnaître qu'on se donne beaucoup de peine, reconnaître qu'on a des bons résultats. Et ça, par là, on augmente les résultats. Les signaux d'alerte, c'est quand on a la sensation qu'on accomplit moins et moins bien. La tendance croissante à penser négativement, penser problème plutôt que solution. La perte des objectifs et de l'énergie. Et comme je le disais, les conflits qui se multiplient. C'est un signal d'alerte très important qui doit nous faire réfléchir. Lorsque les relations deviennent difficiles et que les conflits se multiplient, il faut que quelque chose s'allume en nous. Ce n'est pas forcément toujours la faute des autres. Le burn-out des soignants, comme je le disais, c'est la spécificité. Il y a quand même un taux de suicide à 6% qui est 2,5 fois plus élevé que la population normale. Je vous parlais tout à l'heure des 14% des médecins libéraux. 25% des généralistes sont atteints et 30% des chirurgiens. Les 30%, c'est une étude qui a été faite par Waterloo à Lyon, publiée en 2012. 30% des chirurgiens en burn-out. Le problème des médecins aujourd'hui, c'est le manque de reconnaissance. Mon père était dentiste. Bonjour docteur, comment allez-vous docteur? C'est quelque chose qui se perd beaucoup, c'est un manque de reconnaissance par rapport à la profession. Vous devez me soigner. Vous devez me soigner. Les plateaux techniques qui supposent des investissements de plus en plus lourds, des cas complexes de plus en plus complexes. Et alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai appris qu'il y avait une évaluation individuelle de la performance des médecins dans les hôpitaux. C'est sympathique, on calcule la rentabilité des médecins maintenant. La judiciarisation, nous en avons beaucoup entendu parler durant ces 2 jours. C'est quand même une cause importante de burn-out. Et de ce fait, le médecin s'isole, il se coupe des relations. Il y a également un sujet intéressant, c'est la problématique narcissique du soignant. C'est-à-dire que les études ont été faites, on ne choisit pas le métier de soignant par hasard. Il y a un profil psychologique particulier et qui est lié en particulier aux problèmes de reconnaissance et aux problèmes de sauvetage. Quand le médecin devient malade, il sous-estime toujours ses symptômes. Et alors c'est intéressant, les médecins en général consultent dans le corridor, surtout dans les hôpitaux. Ils croisent le confrère. Écoute, t'as pas un truc là, c'est pas grand-chose, mais jamais d'examen vraiment approfondi. Je pratique l'autodiagnostic et l'autotraitement. J'ai fait une conférence l'année dernière à des chirurgiens. Après coup, un chirurgien anesthésiste est venu me voir et m'a dit, écoutez, moi j'ai un grand problème, il y a un confrère anesthésiste qui est gravement atteint de burn-out, mais il se sert à fond dans le tiroir, quoi. En antidépresseurs, en morphine, en tout, quoi. Il a accès au tiroir. Renforce le déni, c'est ce qu'on entendait hier par la présentation d'Alexandra, qui est la culture de l'infaillibilité. Pas moi. Pas moi. Le burn-out, en fait, c'est une crise de foi. C'est d'où la symbolique très forte que vous avez en général sur le burn-out, qui est cette flamme qui s'épuise. La flamme, c'est le symbole de la foi dans les origines bibliques. La foi, c'est les valeurs et le sens. On perd le sens. Le sens, c'est la direction. Je ne sais plus vers où je vais. Je n'ai plus d'objectif. Je ne ressens plus. Le sens, c'est un des 5 sens également. La raison. On a perdu le bon sens. On n'arrive plus à raisonner. On n'arrive plus à être objectif. La signification également. Quel est le sens de ce que je fais? À quoi ça sert? Les valeurs qui forment le cœur de notre personnalité et qui influencent directement nos choix. Nos choix sont dictés par nos valeurs et qui constituent notre identité. Le risque, j'ai vu que le thème général de ces 2 jours est le risque. Il y a quelque chose d'intéressant dans le risque, c'est que c'est un événement futur qui n'a pas encore eu lieu. C'est toute la difficulté du risque. Comment évaluer quelque chose qui n'a pas eu lieu? Puisque étymologiquement, un risque n'a pas encore eu lieu. Donc il y a une technique assez intéressante qui est la visualisation. On a constaté que dans le cerveau, les images du passé et les images construites du futur ont la même valeur pour le cerveau. Les 2 sont vrais. Donc il pourrait être intéressant, par exemple, de visualiser un risque tel qu'il s'était produit pour essayer de l'anticiper. Ceci est la courbe de Farmer qui détermine le risque en fonction de la fréquence et de la gravité. Comment s'installe le burn-out? Alors, d'un point de vue simplement biochimique, c'est l'arrêt de la production de la sérotonine, de dopamine, d'acétylcholine, de noradrénaline. C'est un neurotransmetteur très important qui bloque l'attention, la motivation, l'humeur et la vigilance. D'un autre point de vue, une image que j'aime bien, chacun d'entre nous, on s'enferme très souvent quand on démarre sur un axe qui est celui de faire et de l'avoir. On nous apprend au départ qu'il faut faire pour avoir des compétences, il faut faire pour avoir de la reconnaissance, il faut faire pour avoir de l'argent, il faut faire pour avoir des moyens, et on s'enferme sur cet axe, on fait des allers-retours, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est le hamster dans sa roue, et on court, et on court, et on court, et on court, et ça n'a plus de sens. Mais on nous a appris comme ça.
On est dans un raisonnement que mon bien-être dépend de mon savoir-faire. Mon bien-être dépend de mon savoir-faire. Je suis dans une logique de moyens. Et on oublie un axe essentiel qui est celui de l'être et du donner. C'est-à-dire on oublie essentiellement qui je suis, mais c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Alors que cet axe de l'être et du donner, lorsqu'on le développe, lorsque l'on est soi-même, on peut donner, et lorsque l'on donne, on reçoit. Et en recevant, on tombe de nouveau sur l'autre axe qui est de l'avoir, puisqu'on reçoit. Et on se rend compte, en étant sur l'axe de l'être et du donner, qu'en fait, on en fait de plus en plus avec de moins en moins d'efforts. C'est une idée très importante que je développerai pour le burn-out, c'est de recentrer. Donc il n'est pas interdit d'être dans le faire et l'avoir, mais comme se le montre cette spirale, être aussi dans l'être et le donner. Pour être complet, comment est-ce qu'on subit le burn-out ? Voilà, le burn-out, en fait, c'est des contraintes qui vont agir sur notre centre et notre zone des possibles. Ces contraintes, elles sont de tous ordres. Elles sont d'ordre physique, elles sont d'ordre matériel, spirituel, intellectuel, tous les domaines de notre vie. Et en fait, elles vont comprimer notre centre, notre être qui nous sommes. Et là se pose la question, est-ce que je vais subir ou est-ce que je vais agir ? Les contraintes, c'est quoi ? C'est quelque chose d'inévitable, nous en avons tous. C'est tout ce qui nous stresse, ce sont les autres. Comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. C'est le travail, c'est la pression du groupe, c'est le climat social, la carrière. Chacun d'entre nous peut imaginer ce qui représente une contrainte pour lui. Le centre, c'est ce que je disais, c'est notre personnalité, c'est qui nous sommes. Le deuxième symptôme du burn-out, c'est la dépersonnalisation. On perd justement son identité. On perd qui on est. On perd ses valeurs. Pour un médecin, c'est important, par exemple, retrouver ses valeurs, c'est se dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier quand j'ai démarré là-dedans ? Qu'est-ce qui nourrissait ma personne quand j'ai choisi ce métier ? C'est comme ça que je vais trouver des valeurs. Et on fait la liste. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît encore dans ce métier aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nourrit comme valeur chez moi ? Et pour le futur ? Et demain, qu'est-ce que je veux développer dans mon métier comme valeur ? Qu'est-ce que je veux faire grandir ? C'est comme ça que l'on se recentre exactement sur soi-même. Ma zone des possibles, c'est justement ne plus subir, c'est devenir acteur de la situation. Déjà, avoir conscience du résultat. C'est énorme. Quand je coach des gens, je leur demande souvent qu'est-ce que vous voulez, ils me disent tout ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas, mais je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je vous assure, je fais parfois 2-3 séances de coaching jusqu'à ce qu'on trouve voilà ce que je veux. Et je vous assure, le jour où les gens ont trouvé ce qu'ils voulaient, ils accouchent, c'est waouh. Et le jour où vous avez trouvé ce que vous voulez, c'est vachement facile, il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller. C'est extrêmement facile, je vous assure. Avoir une réflexion solution, comme je le disais tout à l'heure, et pas une réflexion problème, un regard tourné vers la solution et pas un regard tout le temps vers la critique, vers les problèmes. La mise en place des premières actions, c'est comme ça qu'on y arrive. Petit pas progressif, PPP. On ne vous demande pas de changer, de devenir quelqu'un d'hyper joyeux le lendemain de votre constat de burn-out. Petit pas progressif. Recommencer à trouver des petites valeurs, des petits objectifs. Qu'est-ce que je veux ressentir ? Comment je veux être, moi, à l'intérieur de moi ? Ça, on va passer le langage des émotions. Une intervenante en parlait hier, qui disait justement qu'on ne tenait pas assez compte des émotions. Et que c'était une grosse problématique, justement, dans tous les problèmes d'erreur et tout. On ne parle pas des émotions, on est juste parfois trop factuel. Les émotions, c'est extrêmement important. Ma zone des possibles dépend de ma vision du monde. C'est quoi la vision du monde ? C'est très intéressant comme concept. Ma vision du monde, c'est voilà, le monde, il est là, il y a des événements extérieurs qui nous arrivent tous quotidiennement. Ces événements extérieurs, ils me parviennent à travers des filtres déjà, qui sont mes croyances, qui sont mes souvenirs, qui sont le moment où ça m'arrive, qui sont l'émotion que je vis à ce moment-là. Et ça provoque immédiatement une représentation interne. Voilà. Dès que quelque chose arrive, j'ai une image qui se met dans ma tête. C'est inévitable. On a constaté, Damasio, que chaque parole qui est dite, ou chaque écrit qui est fait, est précédé par une image mentale. C'est juste interconnecté. Alors, c'est quelque chose qui se passe en un centième, millième de seconde, mais ça existe. Et cette représentation interne que je fais a une image directe sur mon état interne. Si j'ai une belle image d'une plage avec des cocotiers et tout, je vais avoir un état interne qui probablement sera « Waouh, qu'est-ce que je suis bien !» Si j'ai une image interne, une représentation interne de quelqu'un qui m'engueule, qui est agressif, etc. Et ça aura une influence sur la physiologie, c'est-à-dire sur comment je me ressens. Et ça, directement, ça joue sur mon comportement et sur mon langage. Nous sommes ce que nous pensons, disait Bouddha, et qu'est-ce que je serais si j'étais heureux ? Comment s'en sortir ? Se faire accompagner, c'est la clé générale. Pourquoi ? Se faire accompagner, c'est déjà sortir du déni, c'est reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un. La satisfaction de ses besoins, triple clé des besoins.
travaille sur les émotions, il faut les écouter, les exprimer et les satisfaire. Au niveau du travail, il y a 3 émotions fondamentales qui sont en jeu. La reconnaissance, on en a parlé, c'est l'écoute. Vous en avez beaucoup parlé par rapport aux malades. L'écoute qui se passe sur 4 phases, elle peut être silencieuse, le questionnement, la reformulation, et savoir dire non, c'est important également. Satisfaire ses besoins n'a rien d'égoïste. Quelqu'un le disait ce matin, ça ne fait de mal, ça ne fait du bien de se faire du bien. Les gens les plus heureux sont les plus ouverts aux autres, et le bonheur est un phénomène collectif et contagieux. La deuxième clé, c'est l'environnement. L'environnement, l'individu s'influence directement. Il y a un environnement externe et un environnement interne. L'environnement externe, c'est les contraintes dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui nous entoure, les autres, les contraintes, le climat social, le rôle. L'environnement interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon ressenti, mes émotions et mes pensées. Intéressant, juste en passant, Robert Dills, un psychologue américain, qui a montré que l'environnement influence directement le comportement, qui influence nos capacités, qui influence nos croyances, qui influence notre identité, qui je suis. Il y a 2 types d'environnement externes, c'est ce que je voudrais surtout vous faire passer. Il y a un environnement externe sur lequel on n'a pas de prise. Ça va être notre supérieur, l'administration, l'État, la police, la justice, le temps qu'il fait. Cet environnement, il faut agir en coopération avec. Ça ne sert à rien de lutter, c'est Don Quichotte contre les moulins à vent. C'est la technique de l'aïkido, accompagner l'énergie et la transformer. Et il y a un environnement sur lequel nous avons un pouvoir, c'est notre travail, juste notre bureau, mettre une photo de sa femme et de ses enfants, par exemple. Notre lieu de vie, notre cadre de vie, nos relations avec les autres, c'est notre environnement, notre famille, nos loisirs. Comment j'agis sur cet environnement ? Je le rends agréable, accueillant et bienveillant parce que je sais qu'il va influer sur mon comportement. Faire des contrats, c'est une notion très importante d'analyse transactionnelle, faire des contrats. Je fais ça, tu fais ça, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On est d'accord. Les groupes de parole, on en a aussi beaucoup parlé durant ces 2 jours. Et la 3e clé, enfin, c'est prendre soin de son corps, la respiration, qui influence le comportement directement. Ce matin, j'ai inspiré du calme. Sans arrêt, j'ai inspiré du calme. La méditation, qui est un médicament pour le corps. Ça permet de muscler son esprit, ça coupe les ruminations. C'est une spiritualité sans Dieu, la méditation. Belle image, le yoga, la sophro, le sport, et bien se nourrir. Quelques trucs, prendre 1 heure sans contrainte pro et s'occuper d'intérêts personnels. Avoir l'appui de l'entourage, c'est très important. Sortir de l'isolement. Je termine. Et un truc super que j'ai lu, prescription de 15 minutes de rumination par jour. C'est fantastique. Vous avez le vélo qui tourne dans la tête. Tout le monde l'a, ce vélo qui tourne dans la tête sans arrêt, sans arrêt. Et puis, on ne s'en sort pas. On s'arrête, on se prend une feuille blanche et on note tout ce qui nous tourne dans la tête. On note tout, après l'autre. Et après, on regarde. Double avantage. D'une part, je le sors de ma tête, je sors le vélo du garage. D'accord ? Et deuxièmement, en relisant ce que j'ai lu, je me dis, c'est un peu n'importe quoi ce que tu as dit là. Voilà, prescription de 15 minutes de rumination par jour. 5 semaines par semaine à hobby. Autre chose très importante, avoir des enfants à s'en occuper, et pour ceux qui n'en ont pas, s'occuper de son enfant intérieur. J'en parlerai pas, c'est de l'analyse transactionnelle, mais s'occuper d'enfants, c'est extraordinaire. Les enfants, c'est la spontanéité, c'est la gaie, c'est la joie. Moi, j'ai la chance d'avoir, et je termine là-dessus, un petit qui a 7 ans, j'étais papa tardif, et j'ai eu conscience, vraiment, vraiment, que quand je jouais avec lui, tout le bien que je lui faisais, je le faisais à mon enfant intérieur. Et ça m'a fait autant de bien de m'occuper de lui pour moi que pour lui. C'est fantastique. Petit exercice, le point fixe du bonheur. Le point fixe du bonheur dépend de nous et pas des événements extérieurs. On a constaté que des gens qui gagnaient au loto avaient un point fixe du bonheur qui s'élevait brutalement. Et 2-3 ans après, ils revenaient au même niveau. Et les gens qui avaient une nouvelle très triste, le point fixe du bonheur s'effondrait, mais 2-3 ans après, ils revenaient au même niveau. La conclusion, le point fixe du bonheur, c'est nous qui le plaçons là où on veut qu'il soit. Il ne dépend pas des événements extérieurs. C'est un défi de réussite, une chance pour la vie, une occasion de s'accomplir, de se réaliser. Quitter ce qui ne nous appartient pas. Ma bibliographie, pour ceux que ça intéresse, ils l'auront après sur le PowerPoint. Merci de votre attention et je vous laisse sur cette citation d'Einstein, qui est très parlante. La folie est de se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Anthony, pour cette pause de prise de conscience de ce qu'est le burn-out et ses portes de sortie. Je laisse la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, y a-t-il des questions ? Vous respirez un grand coup, puis vous posez votre question. Ou des commentaires, des témoignages ? Madame ? Un petit commentaire très simple. Bon, ça résonne beaucoup, là, tout ce que vous avez dit.
Mais ce que je voulais apporter comme complément, c'est surtout si on est témoin d'un collègue, d'un ami qui commence à rentrer dans cette spirale infernale, il ne faut vraiment pas perdre de temps et essayer de lui faire prendre conscience qu'on peut l'aider. Tout à fait. Et deuxième point, à quand la reconnaissance d'un accident de travail? Absolument, mais c'est en cours. J'ai lu une étude très récemment qui disait que je crois que 2 cas ont été reconnus par la Sécurité sociale, mais c'est tout récent. Et pour répondre à votre question sur le collègue, un moyen qui est énorme, je vous assure, c'est énorme. Utiliser de ce moyen, il ne coûte rien et il a un pouvoir énorme, c'est l'écoute. Écoutez. Mais juste écouter, c'est énorme. C'est un pouvoir énorme et ça ne coûte rien. Je le répète, ça ne coûte pas d'argent. Autre question? Plutôt un témoignage. Denis Bressan, je suis médecin du travail depuis peu à la PHP. Mais carrière de médecin du travail et depuis 10 ans confronté bien évidemment... Excusez-moi, je ne vois pas où vous êtes. Je suis là. Pardon, excusez-moi, je cherchais plus au fond de la salle. Confronté à la question des RPS. Alors, par ailleurs, formé TCC, formé actuellement avec Melman à une démarche psychanalytique pour justement faire face à cette question-là, qui me met mal à l'aise, bien évidemment. Pour moi, la question des RPS, ce n'est pas une question ni d'épidémiologie, ni de quantification, etc. C'est d'abord une question de philosophie politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de questionnement du management et de l'organisation, de la légitimité que l'on donne aux acteurs et de la légitimité des cadres eux-mêmes à tenir les enjeux du pouvoir et des contradictions du pouvoir. Parce que quand un cadre est mal et qu'il assume mal, je dirais, l'intérêt particulier et l'intérêt général, bien évidemment, celui à qui s'adresse une décision inéquitable est très mal, d'autant plus que du point de vue sociétal, notre rapport au pouvoir est bel et bien altéré actuellement. On est dans une logique qui est une logique de la jouissance à tout prix, qui est modélisée par l'économique. Alors bien évidemment que dans le colloque singulier en tant que médecin du travail, je ne vais pas faire la révolution du néolibéralisme, mais bien évidemment qu'il nous pèse, que toute une conception du monde nous pèse, et qu'il faut pouvoir intégrer les conceptions néolibérales qui s'appliquent au niveau du management, parler de l'organisation, parce que là vous êtes dans le domaine, bien évidemment, de la prise en charge particulière, mais tout le hiatus et toute la difficulté est de passer de la logique micro-sociale, le poste de travail, l'individu, à la logique macro-sociale. Et c'est là où, manifestement, il y a beaucoup de choses à inventer. Mais enfin, la première des choses, c'est en effet l'écoute. Et je voudrais témoigner de la chose suivante. Je réintègre l'hôpital, bon, toute une carrière de médecin du travail par ailleurs, mais c'est la première fois que j'ai vu un confrère psychiatre de 58 ans face à moi et de dégager des larmes et de dire « je n'en peux plus ». Merci pour ce témoignage. Une autre question à droite, ici. Juste un commentaire pour rebondir à la fois sur la citation d'Einstein et sur votre remarque, monsieur. C'est un thème, le burn-out, qui est étudié depuis longtemps en gestion de risque, une dizaine d'années à peu près, comme un des thèmes importants en risque de RH. Et justement, un des premiers éléments qu'on remarque, c'est que trop souvent, alors je ne parle pas de l'hôpital, je parle vraiment en général, trop souvent dans les entreprises, quelqu'un part en dépression, revient, et on fait comme si de rien n'était. On le réintègre dans le groupe exactement dans les mêmes conditions. Or, on s'est aperçu qu'il faut absolument un accompagnement spécifique et que sans doute, comme pour la psychiatrie familiale, et je rejoins aussi, peut-être faudrait les interroger pour savoir si ce n'est pas le maillon faible qui est cédé dans une organisation qui est pathogène. Réponse? Non. Simplement une réflexion, justement. Quand quelqu'un vient me voir en tant que médecin du travail avec ses déterminations de l'inaptitude, j'aurais tendance à dire que de mettre un acteur en inaptitude, c'est lui faire subir la double peine. C'est-à-dire, d'une part, il subit son travail, le vit mal, et de surcroît, on le met à l'écart. Et j'essaye autant que faire se peut, pour ma part, de différer autant que faire se peut l'inaptitude, le rapport au professionnel, bien évidemment. Ce qui est important dans ce cas-là, pour rejoindre, c'est le changement d'environnement. Et une solution, c'est changer de l'environnement, parce que comme je l'expliquais, l'environnement a une influence directe sur le comportement. Remettre quelqu'un, comme vous le disiez, dans le même service, mêmes environnements, mêmes contraintes, on va être dans la même situation. Juste
changement d'environnement, ça aura déjà un effet très important. Pas suffisant, mais première étape. Attendez, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions derrière, toi. 10 secondes. Autrement, on s'aperçoit que le burn-out dans l'industrie, le point principal, c'est quand il y a une dichotomie mal ressentie ou mal analysée entre les valeurs de l'individu et la valeur du groupe. Ce qui est souvent le cas malheureusement parce que dans les entreprises américaines, c'est pour ça qu'on voit souvent ce cas. C'est pour ça que je parlais de l'importance des valeurs. Hein. Une question là-bas, pardon. Oui. Oui, vous étiez dentiste, parce que vous l'êtes toujours. Hein. Non, je ne le suis plus depuis 3 ans. Voilà. Mon mari était dentiste, il est décédé. En même temps, un autre dentiste dans l'Essonne était décédé à la même période. Il n'y a pas de médecine du travail. Moi, je l'ai vu s'enfoncer sous mes yeux pendant les 5 mois précédant son décès, sans rien pouvoir faire. Il était suivi par un psychanalyste que j'ai vu par la suite. Mais j'aimerais savoir, il n'y a pas de médecine libérale. Il avait un médecin traitant qui ne s'occupait pas de lui. Les professionnels de santé sont à très haut risque. Il était libéral sous anticoagulant, il ne faisait pas ses INR et il est mort de ça. Donc on a manifestement des populations à risque. On parle de littératie, de choses comme ça, mais des libéraux, des professionnels de santé ne peuvent ne pas comprendre leur pathologie. Ils sont très mal placés pour se soigner. Et il n'y a pas de médecine du travail en libéral. Monsieur est à la paix comme médecin du travail et voit des burn-out. Mais qu'est-ce qui est fait pour les libéraux ? Le problème, c'est que dans l'inconscient collectif, le médecin n'est jamais malade. À croire que les médecins ne meurent jamais, quoi. Un patient n'imagine jamais que son médecin peut avoir une grippe, une angine. Pour rejoindre ce que vous disiez sur les dentistes, c'est parmi les professions de santé la profession la plus exposée au taux de suicide. Et je suis passé par là, je connais. Aujourd'hui, la seule réponse que je peux donner, c'est qu'un syndicat a mis un numéro de téléphone en place pour les dentistes, genre SOS Burnout. Mais bon, c'est balbutiant. Pardon, y a-t-il encore des questions dans la salle? Encore une intervention? Une minute. Vraiment une minute, juste pour rebondir sur les professions libérales. Il n'y a pas que les professions libérales médicales, il y a tous les artisans. En effet, les exploitants agricoles, et simplement une information, la chaire de Montpellier a mis en place un observatoire des cadres et des professions, justement, artisans, indépendants, etc. Parce qu'on se rend bien compte que ce sont toutes ces professions qui sont mises dans une démarche très individuelle d'exercice de leur esprit d'entreprise et qui rencontrent la réalité économique, la réalité sociale et qui sont mises en difficulté. Dernier point, ce que j'aurais tendance à dire en tant qu'ergonome, c'est que l'organisation ne reconnaîtra, à propos du narcissisme, ne reconnaît jamais quelqu'un à la hauteur de tout ce qu'il peut donner. Belle réflexion. Je voudrais, avant d'en terminer, je voudrais reposer la question que j'ai posée hier soir au repas, parce que ça peut aussi avoir la frontière, voir la frontière entre qu'est-ce que le burn-out par rapport à la dépression nerveuse, parce qu'on ne sait pas toujours où est la frontière. Donc, si vous alors il y a une différence qui est vraiment très très nette entre le burn-out et la dépression. C'est que le burn-out est toujours, et c'est dans la définition du burn-out, le burn-out est toujours d'origine professionnelle. La dépression, elle s'attaque d'emblée à tous les domaines de votre vie, mais le burn-out, vraiment, et ça c'est ce qui est reconnu dans toute la littérature et par tous les experts, le burn-out c'est toujours une origine professionnelle. Le burn-out peut conduire à la dépression, évidemment. Si vous êtes en burn-out, après tout à coup plus rien ne va. Mais au départ, le burn-out, son origine est toujours d'origine professionnelle, alors que la dépression touche tous les domaines de la vie. Merci, docteur Anthony. Bien. Je vous remercie. Merci.